Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau décryptage et on va s'attaquer à un sujet absolument fascinant, l'art moderne d'acheter une voiture. Quand on achète un véhicule et qu'on décide de tout payer cash, sans faire appel à aucune banque, on ressent généralement une immense sensation de liberté, pas vrai? On a l'impression un peu grisante d'avoir battu le système. Mais accrochez-vous bien car la réalité financière d'aujourd'hui cache un paradoxe monumental. Payer comptant pourrait bien ne pas être la grande victoire qu'on s'imagine. On n'achète que ce qu'on peut payer. La dette, c'est l'esclavage moderne. On a tous déjà entendu ça au moins une fois. C'est la règle d'or que nous ont transmise nos parents ou nos grands-parents, ceux qui ont traversé de grosses crises économiques. Et c'est une vraie sagesse générationnelle. Éviter la dette, ça donne un sentiment de sécurité et de souveraineté hyper réconfortant. Le compte en banque prend un coup sur le moment, c'est sûr, mais derrière, on a l'esprit parfaitement tranquille. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, la réalité de l'industrie automobile a complètement renversé cette logique. C'est ce qu'on appelle le paradoxe du concessionnaire. En fait, dans le monde financier actuel, annoncer fièrement qu'on paye comptant peut paradoxalement détruire tout notre pouvoir de négociation. C'est complètement contre-intuitif, mais débarquer avec une valise pleine de billets n'est plus du tout le signe de pouvoir absolu que c'était autrefois. Alors, regardons un peu l'architecture cachée des concessionnaires. Comment fonctionne vraiment leur modèle économique? Pour bien comprendre, il faut vraiment soulever le capot. On s'imagine souvent que le garage fait son beurre sur la vente de la tôle, sur la voiture elle-même. Eh bien, pas du tout. La marge sur le véhicule est en réalité minuscule. Elle tombe parfois sous la barre des 2%. Le vrai jackpot, c'est le département financier et ce qu'on appelle la rétrocommission. Le concessionnaire ne prête pas son propre argent, il passe par des banques partenaires. La banque va lui accorder un crédit avec un taux de base, disons 4,5%, mais le vendeur, lui, va nous le proposer à 6%. Cette petite différence, cet écart, c'est une marge bénéficiaire totalement occulte qui tombe dans la poche du concessionnaire tous les mois. Du coup, imaginons le contraste entre deux clients. Face à un acheteur qui annonce vouloir payer cash, le concessionnaire sait instantanément qu'il vient de perdre sa plus grosse source de revenus à long terme. La fameuse rétrocommission s'envole. Conséquence directe, le vendeur va se braquer. Il va obstinément refuser d'accorder la moindre remise sur le prix de la voiture pour compenser ce manque à gagner. Donc en pensant déjouer le système, l'acheteur comptant finit tout simplement par payer sa voiture au prix fort. Dingue, non ? Passons aux mathématiques pures avec un petit cas pratique, Pierre contre Sophie. C'est toujours plus parlant avec de vrais chiffres. Pierre et Sophie ont des profils parfaitement identiques. Ils ont chacun 40 000 € de côté et veulent la même voiture. Pierre, de la vie à l'école, pose ses 40 000 € d'un coup sur la table, tout en cash, zéro crédit. Sophie, elle, est beaucoup plus stratège. Elle décroche un crédit externe à 3,9%, pose seulement 5 000 € d'apport et prend les 35 000 € restants pour les placer sur un plan d'épargne en action, le fameux PEA. C'est un outil d'investissement redoutable en France. Faisons un saut dans le temps et regardons la situation de Pierre 5 ans plus tard. Sa superbe voiture neuve est ce qu'on appelle un actif qui se déprécie massivement. Dès la première année, bim, moins 15%. Au bout de 5 ans, la berline achetée 40 000 n'en vaut plus que 22 000. Il a donc subi une perte sèche d'environ 18 000 €. Et comme il a vidé toutes ses économies pour l'acheter, son capital n'a généré absolument aucun rendement. Son argent a littéralement fondu avec la valeur de la voiture. Maintenant, analysons ce qui s'est passé pour Sophie sur cette même période. Alors oui, c'est vrai, elle a payé des intérêts sur son prêt, environ 3 500 € au total. C'est une vraie dépense. Mais attention, pendant ce temps-là, ces 35 000 € placés sur le PEA ont bossé jour et nuit. En se basant sur des rendements historiques, son capital a généré une croissance folle de 19 000 €. Si on soustrait ce que le crédit lui a coûté, Sophie dégage quand même un bénéfice net de plus de 15 000 €. L'écart avec Pierre est juste monumental. Le mot magique derrière tout ça, c'est un concept financier hyper puissant, le coût d'opportunité. L'argent de Pierre était bloqué dans de l'atoll et qui rouille alors que celui de Sophie générait de la richesse. En utilisant des enveloppes fiscales très avantageuses comme le PEA ou l'assurance vie, on permet à son capital de grossir tout en finançant un actif dépréciant avec un taux raisonnable. C'est véritablement le secret pour se construire un patrimoine réel et durable. Mais attention, basculer sur le financement ne veut pas dire qu'il faut baisser sa garde. Il y a ce qu'on appelle le piège de la mensualité. Se focaliser aveuglément sur le crédit, ça peut se retourner violemment contre l'acheteur si on manque de prudence. Imaginons, on est assis dans la concession, le vendeur nous sert un petit café gratuit et demande avec son plus grand sourire « Alors, quel est le budget mensuel pour ce véhicule ?» Alerte rouge, c'est le moment charnière. Si on donne un chiffre à ce moment-là, on vient de détruire instantanément notre pouvoir de négociation. Le vendeur arrête de vendre un prix global, il se met à vendre une mensualité. Disons qu'on fixe un objectif de 400 € par mois. Le vendeur va tout faire pour y arriver et ça va ressembler à de la magie. Il va étirer la durée du prêt de 4 à 7 ans, glisser des assurances emprunteurs superflues, des garanties étendues, bref, la mensualité sera bien de 400 €, mission accomplie, mais en coulisses, le coût total du véhicule peut gonfler de 40 000 à 56 000 €.
On parle de 16 000 € qui s'évaporent en frais cachés et en intérêts, complètement masqués par de petites mensualités étalées sur des années. La seule vraie parade demande une discipline militaire. Il faut ignorer royalement les chiffres mensuels et se concentrer sur un seul et unique montant, le prix clé en main, c'est-à-dire le montant total, du premier au dernier centime, pour que la voiture sorte du garage. En négociant exclusivement sur ce prix final, on bloque d'office toutes les tentatives d'inflation artificielle liées au crédit. Alors, comment on met tout ça en pratique? Voici une stratégie d'achat imparable en 4 étapes. L'idée, c'est de contourner tout le côté émotionnel et de rester purement sur des mathématiques pour maximiser son pouvoir d'achat. Étape 1, on décroche une offre de crédit externe auprès de sa propre banque avant même de mettre un pied chez le concessionnaire. Ça, c'est notre bouclier. Étape 2, on l'a vu, on négocie uniquement le prix clé en main de la voiture et rien d'autre. Étape 3, on compare l'offre de sa banque avec celle du vendeur, parce que parfois, pour vider les stocks, le concessionnaire propose des taux promotionnels vraiment imbattables. Et enfin, étape 4, de loin la plus importante, on investit de manière systématique l'argent qu'on n'a pas mis dans la voiture. Et voici toute la beauté de cette 4e étape en chiffres, c'est la puissance du rendement différentiel. Si on obtient un crédit auto à 3,5% et qu'on place son capital sur un investissement qui rapporte en moyenne 8%, on vient de créer un écart positif de 4,5%. Et ça, c'est sans fournir le moindre effort supplémentaire. On génère un revenu silencieux, continu. C'est l'argent qui travaille tout seul. Bien sûr, il faut apporter un peu de nuance à tout ça, notamment par rapport au contexte économique mondial. Cette mécanique financière est superbe, mais elle dépend vraiment de la météo économique. Si on se retrouve dans une période où les taux d'intérêt s'envolent au-dessus de 8%, ou si l'inflation devient incontrôlable, la donne change complètement. Dans ces conditions, trouver un placement sûr qui va battre le coût d'un tel crédit, c'est quasi mission impossible. Et c'est là que la sagesse de nos aînés reprend le dessus. Dans ce contexte précis, payer cash redevient mathématiquement l'option la plus intelligente. Mais il y a aussi un aspect purement humain. Il faut être honnête avec soi-même. Si on sait pertinemment qu'on n'aura jamais la discipline pour investir l'argent économisé sur un PEA et qu'on va finir par flamber ces milliers d'euros dans des restos ou des voyages, alors le paiement comptant garde tout son sens. Ce sera imparfait sur le plan financier, oui, mais ça force au moins à transformer ce cash en un actif tangible. Une mauvaise stratégie appliquée à la lettre vaudra toujours mieux qu'un plan brillant qu'on laisse totalement à l'abandon. La grande leçon à tirer de ce décryptage, c'est que la dette n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Elle n'est pas forcément cette forme d'esclavage moderne. En réalité, l'effet de levier financier, quand on le comprend bien et qu'on le maîtrise, devient un outil incroyablement puissant pour se bâtir un patrimoine sur le long terme. C'est bien plus une question de pragmatisme et de mathématiques que de fierté personnelle. On termine là-dessus avec une petite question qui mérite réflexion. Lors du prochain gros achat, cet argent va-t-il simplement s'évaporer ou va-t-il devenir un levier pour générer de la richesse? L'idée, c'est vraiment de se détacher des vieilles habitudes et de faire travailler chaque euro. C'est une logique à garder bien en tête la prochaine fois qu'on pousse la porte d'une concession. Un grand merci d'avoir suivi cette analyse et à très vite pour un prochain décryptage.